Bien, nous pouvons commencer, je pense. La première conférence est celle de Catherine Koenig-Pralon, qui enseigne actuellement à Freiburg, en Allemagne, après avoir été formée à Fribourg, en Suisse. Elle s'est fait connaître surtout au départ par des travaux sur l'aristotélisme et l'introduction de l'aristotélisme dans les universités et notamment à Paris. Mais elle a aussi travaillé pas mal sur l'historiographie du Moyen-Âge, sur la façon dont s'est construit le Moyen-Âge à travers l'histoire, le 19e siècle, etc. Et récemment, elle a travaillé à un ouvrage qui s'appelle la colonie philosophique, si je ne me trompe pas, écrire l'histoire de la philosophie. Bon, aujourd'hui, je fais attention à ne pas me tromper dans le titre quand même, puisqu'il n'y a pas de... C'est ça, oui, exactement. Donc, elle va vous parler de ça déménage. Merci Joël. Comme vous tous probablement, je sais d'expérience ce qu'est un état des lieux pour avoir déménagé plusieurs fois. Il faut d'abord vider l'appartement, ce qui implique une réorganisation des choses, en particulier des livres et de la vaisselle. Les objets sont rangés dans des cartons. Les séquences qui étaient les leurs dans la bibliothèque et dans l'armoire de la cuisine sont redécoupées en unités plus petites qui ne reproduisent souvent pas le rayonnage initial. Vider, c'est aussi se débarrasser des choses encombrantes et devenues inutiles. Le travail de l'oubli aboutit vraiment. Puis il faut nettoyer les lieux, effacer les traces de notre passage. Alors, on peut procéder à l'état des lieux afin que l'espace puisse être occupé par d'autres personnes. Puis, nous vidons les lieux avec nos objets. En science, l'état des lieux se nomme status questionis. L'exercice, qui est un morceau obligé de la thèse de doctorat depuis le XIXe siècle allemand, et qui est aujourd'hui aussi un morceau obligé des projets de recherche, cet exercice confère une priorité épistémique à l'empaquetage des objets. L'auteur fait l'inventaire des recherches et des débats précédents et en cours. Il ou elle tente de les organiser. On peut ranger les travaux qui forment le champ par tradition intellectuelle ou alors en fonction de ce qu'ils ont représenté pour notre propre recherche. Il s'agit bien sûr d'un tri et l'oubli y joue un rôle important. On nettoie aussi. En général, dans les thèses du moins, on efface les traces matérielles du travail accompli. On a détruit ou on a archivé, pour les plus diogènes, les travaux préparatoires, les notes et les brouillons. Et on passe tout naturellement sous silence ces états d'âme. Au mieux, signale-t-on des difficultés, mais en les élevant au niveau d'abstraction de la méthodologie. On feint surtout une indifférence affective vis-à-vis des auteurs lus. On tente ainsi d'effacer les traces de notre subjectivité pour conférer au status questionis un caractère objectif. Puis, on peut partir, commencer vraiment à traiter de nos objets, c'est-à-dire présenter notre propre recherche. On continue bien sûr à se référer aux anciens occupants des lieux, mais comme à des absents, on s'adresse à des interlocuteurs que l'on a pris l'habitude de désigner comme virtuels, comme s'ils n'existaient pas vraiment. Pour répondre à la gentille invitation d'Alain de Libera à parler de nos projets, de nos résultats, de nos perspectives, et je le cite, voire de nos humeurs, je dirai quelques mots de l'un de mes projets, un chantier ouvert en 2013 et refermé en 2018, qui étudiait les constructions du Moyen-Âge dans l'histoire de la philosophie à l'âge moderne, en gros entre 1700 et 1880. Alors l'impulsion m'est venue de divers chercheurs et de divers mondes disciplinaires. D'une part, des études d'histoire sociale et culturelle portant sur les lectures modernes du Moyen-Âge, en particulier sur la recherche des racines médiévales de la modernité au cours des processus de création des nations modernes. Par exemple, les travaux d'Anne-Marie Thiès en France et de Patrick Guiry en Angleterre. J'étais en outre fascinée par la monumentale Storia delle Storie Generali della Filosofia, l'encyclopédie de l'historiographie philosophique, produite à Padoue sous la direction de Giovanni Santinello et Gregorio Piaia
à partir des années 80 du XXe siècle. Enfin, et bien avant tout cela, j'avais non seulement lu Pensée au Moyen Âge, un livre de philosophie médiévale qui débute avec la réception du Moyen Âge et qui combat surtout l'anti-intellectualisme et l'ethnocentrisme, mais je suivais aussi les cours et les séminaires d'Alain de Libera à Genève. J'ai pu observer la virtuosité philosophique au cœur du travail de l'histoire de la philosophie. J'ai découvert la créativité qui caractérise ce travail. Il y a quelques mois encore, le 4 février 2019, dans ses murs, Alain de Libera soulignait encore avec Paul Venn que les itinéraires empruntés par l'historien de la philosophie sont des intrigues, qu'ils dessinent des trajectoires dans un donné confus, qu'ils sont des découpes d'un matériau qui n'est pas historique en soi et pour soi, mais sous le regard de l'historien. Enfin, puisqu'on nous autorise ici à dire nos humeurs en guise de préambule, j'aimerais dire que j'admire la politesse et la révérence avec lesquelles Alain de Libera s'adresse à ses pairs d'aujourd'hui et à ceux du passé. Dans son séminaire au Collège de France du 27 mars 2014, il parle de Victor Cousin en ces termes, et je cite ici la version publiée du cours, du séminaire. Alain de Libera écrit « Il y a des arguments, il y a des analyses, et c'est bien pourquoi il faut encore lire ce genre d'auteurs. Parce qu'ils nous apprennent quelque chose sur la méthode en histoire et sur la manière dont nous faisons de l'histoire. » Fin de citation. Or, en quelques mots, et pour coller au sujet de ces deux journées, il me semble possible d'envisager l'historiographie philosophique moderne comme un état des lieux du passé de la philosophie, et dans notre cas, comme un état des lieux du Moyen-Âge philosophique. J'ai auparavant décrit les opérations qui sont réalisées lors d'un état des lieux. On peut les résumer en 5 séquences. Premièrement, réorganiser les matériaux, classer les objets. Deuxièmement, trier et jeter les choses encombrantes et devenues inutiles. Troisièmement, nettoyer la place. Quatrièmement, rendre les lieux. Et cinquièmement, vider les lieux, c'est-à-dire partir avec ses effets personnels. Premièrement, donc, réorganiser. Si on l'envisage comme une histoire de la raison philosophique, l'histoire de la philosophie est, je pense, on peut le dire aujourd'hui, une invention des Lumières. Auparavant, de l'Antiquité à Pierre Bayle, au seuil du XVIIIe siècle, les doxographies, c'est-à-dire les vies et les œuvres des philosophes célèbres, présentaient plutôt et de manière synchronique des marchés d'opinion philosophique, selon la belle formule de Jean-Luc Solaire. On pouvait s'y servir d'exemple, comme dans les recueils médiévaux. Mais avec l'éclectisme protestant allemand, autour de 1700, l'histoire de la philosophie a déployé pour la première fois des récits unitaires. La raison philosophique en est le sujet, au double sens de substrat transhistorique des divers systèmes historiques d'une part, et de sujet wolffien ou kantien d'autre part, un sujet critique, c'est-à-dire qui juge les philosophies du passé. Rationalisation de l'historiographie, donc, autour de 1700, qui va de pair avec une temporalisation de son objet. La raison philosophique a une histoire qui aboutit à son stade scientifique au XVIIe siècle en Europe. Or, cette temporalisation de l'histoire, la Verzeitlichung der Geschichte de l'historien allemand Reinhard Koselleck, cette temporalisation de l'histoire procède d'un tri, d'une réorganisation dans une logique historique des objets qui étaient juxtaposés sur les étals des brocantes doxographiques. Donc, c'est la première opération du déménagement, la réorganisation. Cette réorganisation, c'est la périodisation de l'histoire de la philosophie. Les premières bases en avaient été jetées un siècle et demi plus tôt déjà, au XVIe siècle donc, dans la néoscolastique et en monde protestant. L'étude des périodisations, des mises en boîte du matériau historique, constitue donc un premier chantier pour comprendre comment la modernité s'est auto-engendrée en temporalisant l'histoire. Pour la philosophie médiévale, ce sont le réformateur Caspar Peuser et le scolastique calviniste Lombert Dano qui proposèrent une tripartition en Vetus, Media et Nova Scholastica
durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Voilà pour la première opération esquissée à gros traits. La deuxième opération, celle que les historiens de la philosophie moderne considèrent comme la quintessence même de leur pratique scientifique, c'est le tri, la sélection des matériaux historiques qui sont vraiment philosophiques et donc dignes d'être étudiés et reconstruits dans une histoire de la philosophie. Autour de 1740, le plus grand historien de la philosophie de l'Aufklärung, des Lumières allemandes, le pasteur bavarois Jakob Brucker, s'en prend à celui qui était alors le plus célèbre représentant français de cette discipline, de ce savoir, le philosophe libertin André-François Bourreau-des-Landes. Brucker reproche à son collègue français, à Bourreau-des-Landes, d'avoir accueilli dans son histoire de la philosophie toutes sortes de théories et d'objets hétéroclites, notamment des doctrines médicales et des théories chimiques qui n'ont rien à voir avec la philosophie et donc qui n'ont rien à faire dans une histoire de la philosophie. Brucker démarque ainsi l'histoire de la philosophie de l'histoire des savoirs, dénommée alors Historia Literaria. Dans le tome de son histoire de la philosophie consacré au Moyen-Âge, Brucker met l'accent sur la querelle des universaux et, comme l'avait déjà fait avant lui, le doxographe Daniel Georg Morhof, comme l'a souligné Alain de Libera dans ses cours. La querelle des universaux se présente déjà au moment de la naissance de cette nouvelle discipline qu'est l'histoire de la philosophie. Elle se présente comme un principe d'organisation de toute l'histoire de la philosophie prémoderne, de Platon à Descartes et Régius. Un problème donc qui comprend, comme le soutient Alain de Libera, la logique, l'ontologie, la métaphysique, la psychologie et la philosophie du langage. Au seuil du XIXe siècle, l'histoire de la philosophie connaît un nouveau tournant. Elle s'implante solidement dans l'université et elle y devient une pratique disciplinaire dotée de sa propre théorie. En Allemagne, les historiens de la philosophie qu'on a appelés pragmatiques, c'était des historiens de la philosophie qui se réclamaient de John Locke, et les historiens de la philosophie qui suivaient Kant, mais en France aussi un homme comme Joseph-Marie de Gérandeau, qu'on a parfois associé à la dernière génération des idéologues, mais qui présente aussi des tendances spiritualistes. Donc, que ce soit en Allemagne, autour de 1800, chez les pragmatiques ou chez les kantiens, ou en France, chez le Gérandeau, on procède à des sélections plus drastiques. Si vous voulez, l'entrée de l'histoire de la philosophie à l'université, Jakob Brucker, le pasteur dont j'ai parlé tout à l'heure, a écrit la plus monumentale histoire de la philosophie que l'on connaît jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais il était professeur de lycée et n'a pas écrit cette histoire pour les académies, mais pour l'enseignement en général. À partir de 1780, en Allemagne, l'histoire de la philosophie est vraiment une discipline qui s'enseigne dans les universités. D'ailleurs, je pense qu'il y a un parallèle avec l'histoire du droit, où on commence aussi à enseigner l'histoire du droit au début des cours de droit à l'université. Donc, entrée de l'histoire de la philosophie à l'université, qui va de pair avec une sélection encore plus drastique de ces matériaux. Les historiens universitaires reprochent en effet à Brucker son érudition pléthorique. Selon eux, il faut conserver et étudier ce qui en vaut vraiment la peine à l'horizon d'une histoire scientifique de la philosophie. Donc il y a aussi une scientifisation de l'histoire de la philosophie. Le mot Wissenschaft, pour décrire l'histoire de la philosophie, apparaît à ce moment-là. L'histoire de la philosophie doit considérer les idées et les systèmes historiques à la manière de phénomènes naturels, c'est la physique qui sert de modèle, c'est-à-dire qu'ils doivent reconstruire les liens de causalité qui existent entre les doctrines qui se sont succédées dans l'histoire, entre les théories et les thèses qui se sont succédées dans l'histoire de la philosophie. En entrant à l'université, la discipline connaît ainsi un mouvement d'internalisation. À Brucker, les historiens de la philosophie universitaire reprochent non seulement son érudition, mais aussi son contextualisme. Brucker envisageait en effet les contextes sociopolitiques comme des éléments d'explication, des contextes. L'Église scolastique, par exemple, lui semblait être un contexte heuristique pour étudier la philosophie médiévale. Les historiens universitaires, en revanche, procèdent à une précipitation chimique de l'élément philosophique pour le rendre non soluble dans le socio-culturel.
l'histoire des problèmes sera la prochaine étape de ce processus d'internalisation de l'histoire de la philosophie. Les historiens de la philosophie procèdent en outre à des tris, et qui ne sont pas seulement des tris objectifs, mais à des tris que l'on pourrait qualifier de culturels et ethniques, et cela dès la fin du XVIIIe siècle. Autour de 1800, dans l'université prussienne, on rencontre en effet des discussions sur le périmètre géopolitique et culturel, sur le territoire culturel de la philosophie et de son histoire. Alors que Brucker, durant les Lumières, Brucker écrit en 1740, donc 3 générations plus tôt, Brucker avait parlé de toutes les philosophies du monde. Il partait avant le déluge et il allait jusqu'aux philosophies chinoises et japonaises contemporaines. Autour de 1800, les historiens de la philosophie conscient et pragmatique en Allemagne, en particulier Dietrich Tiedemann et Wilhelm Gottlieb Tennemann, excluent les peuples non européens et font la théorie de cette exclusion, de ce tri. La philosophie serait née en Grèce, avec Thalès ou avec Socrate, selon les scénarios. Thalès ou Socrate, dont on ne peut pas dire qu'ils nous ont laissé beaucoup de traces de leur théorie, par ailleurs, marquent dès lors la frontière entre la rationalité philosophique d'une part, la mythologie, la sagesse et la mystique d'autre part. J'ai montré comment, durant les mêmes années, l'historien de la culture Arnold Hermann Ludwig Heeren a tenté de mettre au rebut toute l'histoire de la philosophie médiévale arabe en niant le transfert syro-arabo-latin de la philosophie grecque. Cette affaire Guggenheim de la Sattelzeit, donc de l'époque qui va de 1750 à 1850 en gros, cette affaire Guggenheim moderne a d'ailleurs produit des impulsions décisives dans le champ de la médiévistique arabisante, lorsque l'orientaliste Amable Jourdain a ouvert les cartons du déménagement scolastique, à savoir les manuscrits des traductions arabes de la philosophie grecque. J'en viens maintenant à la 3e opération de l'historiographie philosophique moderne et des états des lieux en général, nettoyer la place. C'est-à-dire, pour les historiens de la philosophie, effacer les traces de leur passage, ou, autrement dit, de leur subjectivité. Ce travail d'objectivation importe particulièrement au milieu du XIXe siècle. Comme l'ont montré Lauren Daston et Peter Gallison, la subjectivité du scientifique pose problème au milieu du XIXe siècle. Il s'agit de la neutraliser au moyen de procédures de contrôle, de protocoles et de techniques. Alors dans les sciences naturelles, c'est le moment où on commence à appliquer de manière systématique le dessin sur papier millimétré, puis l'usage de la photographie. Dans l'école historique allemande, chez les néo-kantiens et chez les philosophes autrichiens, je pense en particulier à Bolzano et Brentano, la subjectivité de l'historien de la philosophie est une donnée incontournable qu'il s'agit de maîtriser au moyen d'une théorie de l'histoire de la philosophie. Les néo-kantiens inventent ainsi une discipline qui doit servir d'instrument de contrôle et de règle, l'histoire de la philosophie, die Geschichte der Philosophie. Tennemann en avait introduit l'idée, le kantien Jakob Friedrich Fries en fait la théorie. Chez les Autrichiens, comme l'a montré Laurent Cesali, c'est Brentano qui jette les bases d'une philosophie de l'histoire de la philosophie, une philosophie der Geschichte der Philosophie. Plutôt que des préférences subjectives, l'historien de la philosophie doit présenter des matériaux objectifs. Il doit pour cela découvrir les lois historiques de la succession des systèmes philosophiques. À plus large échelle, ces processus d'objectivation peuvent être envisagés comme un nettoyage en profondeur des lieux de la philosophie, des lieux qui avaient été souillés par les scories idéologiques, politiques et culturelles du romantisme et de l'idéalisme, des mouvements auxquels se sont opposés les néo-kantiens, les Autrichiens et avant eux les représentants de l'école historique allemande. Ce travail sur le passé de la discipline permet quatrièmement de remettre les lieux, c'est-à-dire de libérer le champ de la philosophie pour d'autres acteurs intellectuels. Les prémodernes, comme disent les Allemands, fort modernée, la traduction allemande de Moyen-Âge en contexte universitaire, les prémodernes cèdent la place aux modernes. L'histoire de la philosophie moderne a certes tracé des lignes de continuité,
Elle a inventé des généalogies, mais elle a aussi affirmé des ruptures. Elle s'est ingéniée à reconnaître des discontinuités. La modernité s'est en effet formée, elle s'est affirmée en reléguant le passé dans un monde caduc. Les historiens de la philosophie ont situé la frontière entre l'ancien et le nouveau monde, le monde des rationalités modernes, soit au XVIIe siècle avec les révolutions scientifiques, soit au siècle des Lumières. Il faut innover, affirment les historiens de la philosophie des Lumières. Donc pas les philosophes, ce qui serait attendu, mais les historiens de la philosophie. L'estomac des modernes ne se satisfait plus des nourritures anciennes, peut-on lire dans une histoire de la philosophie écrite en Bavière par un ex-jésuite en 1774. Les penseurs antérieurs à la modernité, Platon et Aristote y compris, avaient meublé le champ de la philosophie de superstitions religieuses. Les philosophes prémodernes n'avaient pas su se libérer de l'emprise des préjugés et des autorités parce qu'ils n'avaient pas développé une approche critique et une lecture historique de leur propre savoir, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore découvert l'objectivité sur le plan scientifique. Le travail sur le passé est donc aussi une opération de substitution. Les anciens locataires de la discipline philosophique cèdent le champ aux modernes. Ils demeurent dans le souvenir des historiens de la philosophie. Enfin, le déménagement s'achève avec le départ. On emporte ces objets ailleurs. En historiographie philosophique, ce processus est celui que j'ai décrit comme la colonisation du passé. Dès 1828, je prends là un exemple français, Victor Cousin a fait de l'histoire de la philosophie le noyau de la pratique philosophique. Pour Victor Cousin, la méthode philosophique par excellence, c'est l'histoire de la philosophie. Son éclectisme a élu Descartes comme père de la modernité. Il en a fait le point de rupture avec la scolastique et avec les autorités. Mais Cousin a aussi colonisé la scolastique parisienne et sa fondation au XIIe siècle dans la méthode dialectique inventée par Pierre Abélard. En éditant Abélard et Descartes, Cousin a en effet tracé une double généalogie de la modernité, prémoderne et moderne. Plus encore, Cousin s'est approprié Abélard, pour ainsi dire, il en a fait le premier éclectique moderne. Non pas un éclectique alexandrin qui compile et qui combine les doctrines à la manière d'un doxographe, mais un éclectique moderne, ou autrement dit un éclectique cousinien, avant la lettre, c'est-à-dire un conceptualiste qui a négocié et qui a concilié les positions antagonistes. Selon Cousin, Abélard a réuni le nominalisme et le réalisme en les dépassant, à la manière dont lui-même, Cousin, a aboli l'antagonisme entre sensualisme et idéalisme en les assumant tous deux. L'éclectisme cousinien emporte dans ses cartons le prétendu conceptualisme d'Abélard. Cousin quitte ainsi le champ de l'histoire de la philosophie avec Abélard pour bâtir sa nouvelle demeure, l'éclectisme. Abélard en est une des fondations. De l'autre côté du Rhin, les philosophes idéalistes et les romantiques ont fait de même avec la mystique médiévale allemande, avec Suso, Tauler, puis plus tard, dès les années 1820, Maître Eckhart, qui devient soudain une figure importante de la mystique allemande, une mystique certes médiévale, mais surtout proto-protestante, qui annonce la réforme. Des parcelles de passé sont donc emportées dans le déménagement qui s'opère avec l'historicisation de la philosophie, ou plus simplement dit, l'écriture de l'histoire de la philosophie à l'âge moderne. C'est à cette entreprise complexe, aussi bien historique qu'architecturale, puisque, comme vous l'avez vu, il ne s'agit pas seulement de coloniser le passé, mais aussi de territorialiser des cultures et des disciplines. Donc territorialisation culturelle et disciplinaire, aussi bien que colonisation du passé. C'est à cette entreprise qui met donc en jeu ces phénomènes spatiaux et temporels que j'ai consacré une partie de mes recherches durant ces dernières années. Et je vous remercie de m'avoir invité à en parler. Et surtout, merci, cher Alain, pour tout.